C'est l'histoire d'un fleuve sauvage. Une rivière libre pour l'instant de tout obstacle artificiel. Nous naviguons ici sur la Salween, un fleuve d'Asie qui s'écoule sur 2800 km. Depuis sa source, au Tibet, ce cours d'eau traverse la Chine, puis la Birmanie, avant de se jeter dans la mer d'Andaman. Sur une portion de son parcours, le fleuve marque la frontière avec la Thaïlande. Birmanie, Thaïlande, deux ennemis historiques qui ont décidé par intérêt commun de construire une série de barrages hydroélectriques. La Salween sera bientôt noyée sur plusieurs centaines de kilomètres. Un programme ambitieux dont l'agenda reste confidentiel. En Thaïlande, aucun officiel n'a accepté de répondre à nos questions et pour cause, le projet des barrages de la Salween cache un terrible secret. Nous avons débuté notre enquête du côté thaïlandais en suivant le travail des protecteurs de l'environnement. Piaporn Dites est une jeune volontaire qui a choisi de défendre les intérêts des populations riveraines. Ici, comme ailleurs dans le monde, dans ce genre de dossier, des vallées entières seront noyées par les barrages. De gré ou de force, les habitants seront déplacés. Un écosystème et tout un mode de vie traditionnel sont appelés à disparaître. Pour nous, ça sera difficile. La rivière nous donne tout ce qu'il nous faut pour vivre. Mais en Thaïlande, on est libre. S'ils font le barrage, on pourra aller se réfugier ailleurs. Par contre, les autres en Birmanie, ils vont tout perdre. Sur le terrain, le projet est déjà bien avancé. Les plans sont prêts, les sites ont été délimités, début des travaux prévus en 2007. Au total, 3 ouvrages produiront 8000 MW, soit 10 fois plus que la Grande Dixence. Ici, sur le site de Weiji, devrait se dresser un mur de béton de 168 mètres de haut. Les barrages sur la Salween sont inutiles pour les Thaïs. D'après ce que je sais, la Thaïlande dispose de beaucoup d'énergie, d'électricité et d'eau. Beaucoup de projets de barrages ne sont pas bâtis pour le bien-être des gens, mais plutôt au profit des fonctionnaires, de l'État ou du monde des affaires. Les promoteurs ont le soutien du nouveau gouvernement thaïlandais. Ils sont persuadés que personne ne pourra bloquer le projet. Mais pour l'instant, le financement des banques asiatiques n'est pas tout à fait bouclé. Les opposants gardent l'espoir. Je pense que la population thaïlandaise ne va pas soutenir ce projet de barrage, parce que je suis sûre que les Thaïlandais ne voudront pas utiliser de l'électricité produite avec le sang de nos amis. Du côté thaïlandais, ce dossier se limite à l'affrontement classique entre protecteurs de l'environnement et partisans du développement à n'importe quel prix. Mais en Birmanie, sur l'autre rive de la Salween, les enjeux du programme sont autrement dramatiques. Ici commence le deuxième volet de notre enquête. En 2005, la Birmanie est toujours tenue d'une main de fer par une junte militaire brutale qui réprime l'ensemble des libertés. Dans les montagnes, l'armée birmane brûle des villages et mène depuis 1949 une répression féroce contre une partie de ces minorités ethniques. Pour survivre, ces peuples entretiennent une guérilla armée. Ces résistants, nous les avons rencontrés. Un petit groupe d'hommes, membres de l'organisation de la minorité ethnique Karen, est venu nous parler sur les berges de la Salween. Pour ces combattants, le projet de barrage n'appelle qu'une seule réponse. Puisqu'on ne peut pas dialoguer avec les Birmans, on n'a pas le choix. On doit les combattre. Les rebelles ont accepté de nous emmener avec eux, dans la zone où devrait débuter le chantier des barrages hydroélectriques.
Objectif, constater dans cette région les exactions commises par l'armée birmane contre les civils des ethnies Karen et Karenni. Pour rejoindre ces populations, nous nous sommes glissés dans une colonne de secours organisée par la résistance pour apporter des soins aux victimes. Nous allons rester 20 jours dans la jungle. 20 jours de marche et de jeu de cache-cache, passant parfois le plus discrètement possible à quelques centaines de mètres des campements de l'armée birmane. Dans la forêt, le danger le plus important, c'est sans aucun doute les mines antipersonnelles. Leurs victimes sont très nombreuses, comme ce soldat de notre escorte qu'une jambe en plastique n'a pas découragé. J'ai perdu ma jambe il y a 2 ans, mais je n'ai pas de problème pour continuer à me battre. Les mines antipersonnelles sont des armes redoutables, employées régulièrement par l'armée birmane pour chasser les civils et leur interdire de revenir chez eux. Jour après jour, en évitant les pièges, la colonne se rapproche de la zone du chantier. Nous traversons des villages, mais aucune trace de la population. Les maisons sont abandonnées ou détruites. Un jour, sur la colline d'en face, une fumée attire notre attention. 1 heure plus tard, nous sommes sur place. Un homme est sorti de la forêt pour fouiller les cendres. Les soldats birmans viennent de brûler 2 tonnes de riz, toutes les réserves de son village. Là aussi, le but des Birmans est clair, affamer les populations et vider les montagnes. Le fermier nous a renseignés sur la petite vallée dans laquelle se cachent les autres villageois. Mais alors que nous approchons de l'endroit indiqué, c'est l'incident. Une équipe située à l'avant de la colonne nous appelle au secours. Un jeune garçon chargé de notre sécurité vient de marcher sur une mine antipersonnelle. Sur place, les infirmiers Karen ont pratiqué une amputation de fortune sans anesthésie pour lui sauver la vie. Mais l'adolescent âgé d'à peine 16 ans a perdu beaucoup de sang. Il faut l'évacuer le plus vite possible vers l'arrière. Pendant que nous allions chercher le blessé, les secouristes Karen ont trouvé la cachette des villageois. Ils ont installé une infirmerie en pleine forêt. Ici, sous un simple abri de feuilles, la jeune victime est pansée avec les moyens du bord. Les villageois viennent aux nouvelles et voir s'ils connaissent la victime. Sa situation médicale stabilisée, le jeune homme peut être transporté. Nous avons appris plus tard qu'il a survécu à 4 jours de route, porté à dos d'homme vers la frontière thaïlandaise. L'information sur l'arrivée de la colonne de secours a rapidement circulé. Les réfugiés commencent à sortir de leurs abris. L'armée birmane est partout dans les collines et d'autres blessés se présentent. Ils sont aussitôt pris en charge. Au bout de quelques heures, la liste des patients s'est allongée. Les plus nombreux sont touchés par la malaria qui fait des ravages dans la région. Mais il faut aussi s'occuper d'urgence des infections mal soignées et de tous ceux qui sont épuisés par les longues heures de marche dans la forêt. Dans la vallée, 2000 personnes environ vivent ainsi dispersées en petits groupes. Ils sont Karen ou Karenni, chrétiens ou animistes, des montagnards considérés depuis toujours comme des citoyens de seconde zone par les Birmans de religion bouddhiste.
Tous racontent la même histoire. Les soldats sont arrivés par surprise, ils se sont enfuis sans perdre un instant. Le plus souvent, ils ont à peine eu le temps d'emporter quelques biens. Regardez, c'est tout ce qui nous reste comme riz. Juste assez pour un repas. Ce camp improvisé est l'endroit idéal pour recueillir les témoignages sur les exactions commises par les Birmans. Un villageois nous raconte notamment comment les soldats l'ont capturé, frappé, puis enrôlé de force comme porteur de munitions. Une nuit, pendant que ses gardiens dormaient, il a pu défaire ses liens et filer à la faveur de l'obscurité. Depuis des générations, ces gens sont habitués à subir les attaques des Birmans. Jusqu'à présent, ils ont toujours réussi à survivre. Mais ils n'ont pas encore compris qu'ils sont désormais au centre d'un projet plus vaste, aux enjeux internationaux. J'espère que dans l'avenir, nous recevrons de l'aide, de n'importe qui soit prêt à nous aider pour que nous soyons libres et que nous vivions enfin en paix. Vraiment, je l'espère. De nouveaux réfugiés arrivent sans cesse dans la vallée. Ceux-ci, comme leurs frères ou leurs cousins, ont réussi à fuir juste avant l'arrivée des soldats. Les ordres du gouvernement sont désormais appliqués dans toute la région. Vallée après vallée, village après village, les montagnards doivent descendre dans les plaines et passer sous le contrôle de l'armée. Résultat, les Karen et les Karenni préfèrent s'enfuir. Environ 100 000 personnes sont ainsi déplacées à l'intérieur de la Birmanie. Ce jeune responsable villageois confirme que le plan est établi de longue date. Il y a plusieurs mois déjà, des émissaires du gouvernement sont venus transmettre l'ordre d'évacuer. Sinon, les Birmans ont expliqué comment ils couperaient la tête des femmes. Voici de quelle manière les barrages vont se rendre complices de l'anéantissement de la résistance armée. Aujourd'hui, les minorités Karen et Karenni sont encore protégées par les montagnes de la zone frontalière. L'armée birmane lance ses offensives depuis les plaines, les routes et les villes principales. Lorsque les barrages seront opérationnels, toute l'organisation sociale des minorités sera brisée, les voies de communication coupées, les champs détruits. En se déplaçant sur l'eau, l'armée birmane pourra pénétrer plus facilement dans les montagnes. Les dernières poches de résistance seront prises en étau avant d'être éliminées. Un soir, un responsable de la résistance Karenni nous a confié son découragement. Bientôt, ces combattants ne pourront plus défendre la population. En trop petit nombre, ils sont débordés par les offensives de l'armée birmane. Pour lui, si personne ne s'oppose à ce projet, les barrages vont noyer définitivement son peuple. Mais en cet instant de profonde tristesse, les pensées de cet homme de la forêt dépassaient le cadre des opérations militaires. Avec les barrages, c'est aussi sa culture et surtout sa terre qui seront détruites, avec les arbres et tous les animaux sauvages qui disparaîtront. La même nuit, alors qu'il faisait à peine 5 degrés, une réfugiée a accouché, tout simplement, sous son abri de feuilles. Un fils est né dans le froid, un enfant dont l'avenir semble déjà tracé. Un petit Karen condamné à vivre traqué dans la forêt, vivant au jour le jour, avant qu'épuisés, ses parents ne se décident à rejoindre les 200 000 réfugiés qui vivent aujourd'hui en Thaïlande. Quittant la zone du conflit, nous sommes redescendus vers la Salween, rejoignant des villages où règne encore un semblant de normalité. Là-bas, les habitants se posent bien des questions. Il y a quelques années, leurs voisins thaïlandais soutenaient leur combat. Mais depuis l'élection d'un nouveau gouvernement à Bangkok, la politique étrangère thaïlandaise a changé. Et ces villageois Karen acceptent mal que la vieille relation de confiance soit rompue. Dans le passé, les Thaïlandais étaient de bons amis. Maintenant, ils sont peut-être toujours de bons amis, mais aujourd'hui, ils veulent faire ces barrages uniquement pour leur profit. Du côté thaïlandais, ceux qui sont conscients des conséquences politiques du projet de barrage sur la Salween sont plutôt rares.
Nous avons peur que la Thaïlande soit condamnée par la communauté internationale en même temps que la junte birmane dans la construction de ce grand projet qui va toucher beaucoup de gens. Nous aussi, nous nous sommes demandé devant cette tragédie humanitaire ce que la Thaïlande, jouissant d'une bonne réputation internationale, pouvait bien aller faire dans cette galère, s'acoquiner avec un tel voisin pour quelques mégawatts.